Il est donc en vie. Et Téhéran avoue les faits. L'Iran a annoncé hier l'arrestation de Lennart Monterlos, ce jeune cycliste, vous savez, ce franco-allemand de 18 ans qui a disparu depuis le 16 juin. Eh bien, dans un entretien au Monde, le ministre iranien des Affaires étrangères le dit, oui, il a été arrêté pour avoir, je cite, commis un délit. François Bayrou, hier soir, sur ce plateau, appelle Téhéran à ne pas persécuter des innocents. Les Français, spécialement les jeunes Français qui nous écoutent, ne croient pas que lorsque les pouvoirs publics disent « il ne faut pas aller dans ce pays », c'est une lubie où on peut parfaitement les détourner. Vous avez vu que sur ces réseaux sociaux, il s'était moqué beaucoup de la consigne de ne pas aller en Iran. Cyril Gélibter, donc bonjour, merci beaucoup, vous êtes bien installé, tout est OK. Vous en faites pas. Est-ce qu'on peut parler de Lennart Monterlos comme d'un otage ce matin ? Potentiellement, c'est une monnaie d'échange. C'est-à-dire que Téhéran prend des Français et les utilise pour une future monnaie d'échange, peut-être pour des négociations, peut-être pour faire pression sur la France, puisque là, dans l'interview, le ministre parlait surtout du nucléaire iranien et des négociations avec les Américains. Donc c'est une manière de faire pression sur la France pour lui dire vous allez faire un peu pression sur les Américains pour que nous obtenions ce que nous voulons. C'est-à-dire pas de frappe à l'avenir. Pas que. À un moment dans l'interview, le ministre rappelle la position iranienne. Le balistique, c'est hors de question de l'inclure dans l'accord. Or, Macron, à un moment, c'était au début de son premier mandat, si je me souviens bien, avait inclus le balistique, ce qui avait fait hurler les Iraniens, qui avaient toujours dit le balistique, pas question, le nucléaire négocié éventuellement, le balistique, non. Donc je pense que ça se joue. Comment ça se passe ? Là, je le disais, je voulais profiter du fait d'être avec un expert en renseignement et avec un diplomate. Comment ça se passe en ce moment en coulisses ? Par quel canot ça passe pour continuer de parler ? Est-ce qu'on parle vraiment avec les autorités iraniennes et de quelle manière ? Quels sont les ressorts ? Alors moi, tout ce que je sais, c'est que nous devons utiliser sans doute des intermédiaires officieux. Je ne saurais pas vous dire qui, si nous le faisons. Tout ce que je sais, c'est que la consigne qui a été donnée à l'ambassade de France en Iran sur les relations avec l'Iran, c'était vous freinez le business. On ne se développe pas trop en Iran. Et ça, c'est ce que me disait une personne qui avait eu à travailler en Iran il y a 2-3 ans environ. Et l'ambassadeur était sur cette ligne. Donc je ne pense pas que ça passera par l'ambassadeur, éventuellement faire passer quelques messages, mais pour les négociations, on enverra un intermédiaire discret qui a la confiance des Iraniens. Et ça peut être le business. Exemple type, je ne sais pas moi, un PSA, vous avez un directeur qui était très impliqué sur l'Iran, qui s'occupait du Moyen-Orient, Renault, ou bien un ancien diplomate, un ancien officier du renseignement, c'est ce que nous faisons. Mais peut-être que les négociations n'ont pas du tout commencé, aussi, c'est la question. Gilles Montreuil. Moi, je voudrais revenir sur, effectivement, la monnaie d'échange et la négociation qui a lieu en ce moment. Oui. Pourquoi la France ? Mais comment ça se passe ? Comment ça se passe dans ces cas-là, Gilles ? Pardon, excusez-moi, mais parce qu'on a envie de comprendre comment on peut le sortir de là, ce jeune homme, et comment ça se passe pour le sortir de là en ce moment même. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, on a un chargé d'affaires à Téhéran, donc il y a un ambassadeur aussi. Oui, bien sûr, mais je parle de chargé d'affaires puisqu'il a été, c'est lui qui est là cette semaine, c'est lui qui a été voir les deux otages français qui sont maintenus. Donc, on a une équipe diplomatique qui peut. Et c'est presque le métier de base de diplomate, c'est de traiter ces affaires très ponctuelles en bilatéral, directement avec les autorités iraniennes. Et puis il y a tous les autres canaux, y compris par les pays tiers. Et on voit bien que avec l'Iran, les pays tiers sont très importants pour pouvoir conduire ces négociations. Alors, mais c'est là qu'on revient. Quel pays tiers ? Voilà, mais c'est là, je voudrais revenir. Mais c'est là qu'on revient à la négociation d'ensemble, parce que c'est très bien de parler avec les Iraniens, mais ils s'en servent de monnaie d'échange. Mais de monnaie d'échange contre quoi ? Donc comment est-ce qu'on peut avancer dans ce dossier ? Pourquoi est-ce que la France est ciblée ? La France est ciblée parce que, et là, pardon d'être un petit peu technique, mais il y a une discussion complexe qui a lieu en ce moment au Conseil de sécurité sur les sanctions iraniennes. Lorsque, en 2015, il y a eu cet accord qui a permis la levée des sanctions contre la surveillance du programme nucléaire iranien. Un très étrange mécanisme qu'on appelle le snapback a été mis en place, qui permet à un État du Conseil de sécurité, s'il considère que les Iraniens ne jouent pas le jeu, de pouvoir mettre un veto à la poursuite de la levée des sanctions, à la poursuite de la levée. Donc en fait, ça permet à un État de rétablir les sanctions s'il considère que l'Iran ne joue pas le jeu. Les Américains ont dit qu'ils allaient justement mettre en œuvre ce mécanisme, puisqu'ils considèrent, ils l'ont dit publiquement, que l'Iran ne joue plus le jeu. Sauf que les Américains se sont retirés de l'accord, comme vous le savez, en 2018. C'était Trump.
Ils n'y sont pas revenus. Et que pour l'instant, les autres membres du Conseil de sécurité, y compris la France, y compris le Royaume-Uni, y compris, et bien sûr par définition les autres, ont dit qu'ils considéraient que ça ne permettait plus aux États-Unis de le faire. Mais en revanche, la France pourrait le faire. Le Royaume-Uni pourrait le faire. Sachant que la France, Emmanuel Macron a eu un coup de fil avec Poutine. Oui. Aussi dans ce cadre-là, avec un coup de pression. Oui, et un coup de pression, et d'une pression d'autant plus importante que qui assure. Donc la résolution arrive en octobre, donc il n'y a plus beaucoup de temps. Et qui assure la présidence du Conseil de sécurité en septembre, c'est la Russie. Donc on est dans une séquence qui est très complexe diplomatiquement. Donc qui peut nous aider, Gilles, peut nous aider aujourd'hui pour essayer de sortir ce jeune homme de cette situation? Est-ce que les Russes, est-ce que si je boucle la boucle, est-ce que les Russes pourraient sur ce dossier-là être des alliés, ce qui serait fou compte tenu du contexte, bien sûr. Ça me paraît objectivement un peu difficile, compte tenu du niveau de l'interaction qu'il y a justement entre les Européens et les Américains et la Russie aujourd'hui. Je pense qu'il y en a d'autres. Emmanuel Macron et Poutine se sont dit prêts à coopérer sur le dossier iranien. Oui, mais je pense qu'ils avaient en tête effectivement ce qui va se passer en septembre au Conseil de sécurité. Non, mais on ne sait jamais, du coup, on se demande si ce sont des fils à tirer là aujourd'hui. Bien sûr, mais tous les fils vont être tirés, parce qu'on est dans une situation qui n'est inextricable et qui va se jouer avec tous ces acteurs que vous avez mentionnés. Mais il y a bien sûr aussi la Chine. La Chine qui va être un acteur majeur de cette discussion-là. En tout cas, dans l'interview qu'a donné le ministre des Affaires étrangères iranien hier, il mentionne explicitement le snapback. Il dit d'ailleurs, si vous actionnez le snapback, c'est comme une attaque militaire. Et donc là, il vise la France ou le Royaume-Uni en disant, si vous allez dans ce sens-là et que vous rétablissez les sanctions, c'est comme si vous nous aviez bombardés. Et donc, attention à vos otages, entre guillemets. La France joue un rôle, en effet, dans ce cadre-là. Et il faut remonter, bien sûr, à ce traité de 2015. Souvenez-vous qu'à l'époque, les entreprises françaises et européennes, vous citiez PSA, Peugeot, ils étaient allés investir en Iran. Le problème, c'est qu'en 2018, quand Donald Trump s'est retiré unilatéralement du traité, eh bien, l'extraterritorialité du droit américain a joué immédiatement. Alors, on se souvient de Bruno Le Maire qui avait expliqué « Nous ne céderons pas, ne vous inquiétez pas, les entreprises européennes resteront ». Le lendemain, elles étaient toutes parties, évidemment. Donc, dans ce cadre-là, ça nous prouve une chose, ça nous prouve que tant que nous ne nous extrairons pas de cette emprise des États-Unis à travers le dollar et l'extraterritorialité de leurs droits, nous ne pourrons pas mener une politique étrangère indépendante. Alors, juste pour préciser, puisque vous demandiez les pays que nous pourrions mettre à contribution, un des pays qui s'entend très bien avec les Iraniens et qui a souvent servi d'intermédiaire entre Israël et l'Iran, c'est Oman. Les Russes, alors je n'y crois pas trop, mais si jamais on demandait aux Russes de s'y mettre pour nos ressortissants, ils chercheraient à revenir dans nos petits papiers, mais je ne suis pas sûr qu'ils auraient du résultat, parce que les relations Russie-Iran ne sont pas aussi bonnes que ce que nous pensons. Ensuite, nous allons voir sans doute, je pense, tous les pays qui s'entendent bien avec l'Iran, qui ont un moyen de pression éventuellement sur l'Iran, la Chine, bien entendu, c'est ce à quoi je pense. Alors, pour les pays du Moyen-Orient ou du Maghreb ou du Machrek, je ne sais pas quels pays s'entendent bien avec l'Iran, je ne sais pas si c'est le cas de l'Algérie ou du Maroc, mais c'est des canaux que nous activerions. On fait passer un message aux Iraniens, etc., etc. En prenant l'exemple russe, j'ai bien sûr pris l'exemple extrême, mais on a vu, il y a eu la libération d'un journaliste italien. C'était en fin d'année dernière, sauf erreur de ma part, et comme ça faisait suite à un rendez-vous de Giorgia Meloni avec Trump, on s'est dit tous collectivement que tout ça avait eu un lien et que les Américains étaient intervenus aux côtés de l'Italie. Donc on sait que dans ces cas-là, on peut trouver des alliés qui ont des moyens de pression. On se doute que ce ne sera pas le cas des Américains compte tenu des frappes qui ont eu lieu. Nesrine, est-ce que vous avez un regard sur les situations? Moi j'ai une question, une remarque, une question, j'en profite d'avoir deux spécialistes. Le fait qu'on ne sache pas exactement de quel délit il est accusé, est-ce que ça fait partie aussi de la négociation? Parce qu'on sait par exemple que pour Cécile Collère et Jacques Paris, on sait qu'ils sont inculpés de 3 motifs qui sont d'ailleurs qui risquent la peine de mort pour ces 3 motifs-là. Quand j'ai lu moi aussi l'interview du ministère des Affaires étrangères iranien, je me suis dit que c'était aussi une manière de faire pression, de nous laisser dans l'attente, on ne sait pas en fait s'il va être accusé de peine de mort ou pas. C'est typique des Iraniens. Vous savez, j'en parlais avec un ancien cadre de la DGSE, Alain Chouet, qui avait eu à négocier avec les Iraniens. Je le dis car il l'a reconnu lui-même, il le raconte dans un de ses ouvrages. Et alors il n'est pas entré dans les détails bien entendu, mais il me disait qu'ils aiment bien comme ça faire monter
monter et descendre la pression, qu'ils peuvent mentir, qu'ils peuvent financer. Donc cela peut prendre du temps. Mais ce sont des bons négociateurs en face. Parce qu'on sait aussi qu'il y a une forme de rapidité, c'est-à-dire que s'il décide qu'il est inculpé d'un motif de peine de mort, il peut être exécuté. Enfin, je suis désolée d'être un peu... Oui, mais je ne pense pas qu'ils le feront non plus. Et ajouter d'ailleurs que pour le cas de Cécile Collère et Jacques Paris, c'est surtout que le motif de l'inculpation a évolué. Au départ, espionnage au profit d'une puissance étrangère, on ne savait pas laquelle, et c'était plutôt, on imaginait, au profit de la France. Là, ça devient au profit d'Israël, ce qui est évidemment beaucoup plus grave pour les Iraniens.